À 63 ans, je pensais savoir ce qu'était la trahison. J'avais survécu à un divorce difficile, traversé la tempête du nid vide, et même affronté les messes basses, lorsqu'on m'avait refusé une promotion, parce que les femmes de mon âge n'étaient pas assez dynamiques. Mais rien ne m'avait préparé à ouvrir ce cadeau d'anniversaire magnifiquement emballé de mon fils. Des biscuits contenant assez de poison pour me tuer. L'ironie du sort. En les donnant à mon ex-belle-mère, j'ai accidentellement sauvé ma propre vie et découvert une vérité plus amère que n'importe quel poison. Je m'appelle Hélène Dubois, et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Il y a 3 ans, mon fils a décidé que je ne méritais plus de place dans sa vie. Aucune explication, aucune dispute dont je puisse me souvenir. Juste un silence qui est tombé entre nous comme un rideau de plomb. Impossible à écarter. Je passais mon doigt le long du bord de ma tasse de café, regardant la lumière, hier du soleil, accrocher l'émail ébréché. 3 ans sans un appel, pas même une carte quand j'ai eu une pneumonie l'hiver dernier. Rien quand ma sœur est décédée, il y a 6 mois. Je m'étais habituée au silence, ou du moins, c'est ce que je me disais. Le quartier de notre petit village de Villeneuve-sur-Cher était calme ce matin. Madame Aubert, de l'autre côté de la rue, arrosait ses rosiers primés. Le jeune Durand est passé à vélo, lançant le journal avec une précision surprenante sur mon paillasson. Une vie normale, prévisible, sûre. Puis, on a frappé à la porte. Pas le tapotement impatient du facteur ou du gamin du coin vendant des calendriers. Juste un coup sec. Puis le bruit de pas qui s'éloignait. J'ai attendu, écoutant le silence qui a suivi, avant de me lever de la balancelle du porche. Le paquet était posé sur mon paillasson. Du papier kraft ordinaire, soigneusement scotché, un fin ruban bleu noué simplement au milieu. Il n'y avait aucun doute sur l'écriture. Je ne l'avais pas vu depuis 3 ans, mais je l'aurais reconnu les yeux fermés. Thibaut. Son écriture était comme un plan d'architecte, précise, sans courbes inutiles, toujours à l'encre bleue. J'ai ramassé le paquet et soupesé son poids dans mes mains. Pas lourd, mais consistant. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je suis restée là, pieds nus sur le paillasson, à fixer les lettres soignées qui éplettent mon nom. Hélène Dubois. Je l'ai chuchoté, comme si mon nom pouvait sonner différemment, venant de lui. De retour à l'intérieur, j'ai posé le paquet sur la table de la cuisine. Le café avait refroidi. Je l'ai réchauffé et me suis assise, les mains jointes sur mes genoux, comme si j'attendais d'être interrogée. Après 3 ans de silence, pas même un appel pour ma pneumonie, pas un mot pour le décès de ma sœur. Et maintenant, ça. Finalement, la curiosité l'a emporté. À l'intérieur du papier se trouvait une boîte blanche, et à l'intérieur de celle-ci, nichés dans du papier de soie, comme s'ils étaient fragiles, se trouvaient des biscuits. Des dizaines de biscuits, soigneusement glacés. Chacun différent. Des fleurs bleues, des feuilles dorées, des étoiles saupoudrées de sucre glace, tous faits à la main. Thibaut n'avait jamais fait de pâtisserie de sa vie. Pas de mots, sauf une petite carte collée à l'intérieur du couvercle. Joyeux anniversaire, maman. Repartons à 0. J'ai tenu la carte comme si elle pouvait disparaître si je clignais des yeux. Ma gorge s'est nouée. Pas tout à fait une boule, juste cette douce douleur qui s'insinue quand on veut que quelque chose soit réel, mais qu'on ne lui fait pas encore confiance. Les biscuits semblaient parfaits. Trop parfaits. Chacun décoré avec une précision quasi chirurgicale, tout comme Thibaut lui-même. Toujours précis, toujours parfait. Jamais un cheveu de travers. Jamais un pli sur ses CC, émise. Même enfant, il était comme ça. Je n'en ai pas mangé. J'en avais envie, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être par fierté? Peut-être par peur?
Ou peut-être que c'était quelque chose de plus subtil. Quelque chose que je ne pouvais nommer, mais que je ne voulais pas ignorer. J'ai glissé un biscuit, une étoile délicatement saupoudrée de paillettes argentées, dans une petite boîte en plastique. Je l'ai fermée hermétiquement et l'ai placée au réfrigérateur. J'ai soigneusement réemballé le reste. Je ne savais pas vraiment pourquoi je gardais ce biscuit à part. Une intuition de mère, peut-être, ou simplement le désir de préserver quelque chose de cette branche d'olivier inattendue. Mon téléphone a sonné, me faisant sursauter. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était Thibaut, mais l'écran affichait le nom de Martine Leclerc, la mère de mon ex-belle-fille. Elle avait toujours été bonne avec moi, surtout quand Thibaut était devenu dista. NT. Hélène? Sa voix chaleureuse a rempli ma cuisine. Joyeux anniversaire, ma chère. Merci, Martine. J'ai souri malgré moi. Comment vas-tu? Oh, occupée comme toujours. La kermesse de la paroisse est demain, et je manque encore de dessert. Ces jeunes se portent volontaires, et puis ils oublient, a-t-elle soupiré avec sa bonne humeur habituelle. Je ne suppose pas que tu aurais le temps de préparer quelque chose? J'ai regardé la boîte de biscuits sur ma table. En fait, dis-je lentement, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Après avoir parlé à Martine, je suis restée assise dans ma cuisine pendant un long moment, à fixer la boîte de biscuits. Pourquoi maintenant, après 3 ans de silence? Pourquoi tendre la main le jour de mon anniversaire, et avec des biscuits, de toutes choses? Le Thibault que je connaissais ne faisait pas de pâtisserie. Il cuisinait à peine. Enfant, il refusait même de toucher la pâte, disant que c'était imprévisible et salissant. Pourtant, il y avait là ces biscuits parfaitement décorés. Chacun était une petite œuvre d'art. J'ai passé mes doigts sur le ruban bleu, me souvenant de Thibaut à 8 ans, pliant les serviettes de table avec une précision géométrique, repliant toutes celles qui n'étaient pas parfaitement carrées. Thibaut, à 10 ans, piquant une crise de colère quand j'avais réorganisé le garde-manger par couleur au lieu de par taille, hurlant jusqu'à ce que son visage devienne violet. Thibaut a 12 ans, refusant de me parler pendant une semaine entière après que j'ai oublié d'utiliser la bonne marque de ketchup sur son sandwich. À l'époque, j'appelais ça des manies. Je disais qu'il était particulier, sensible, brillant à l'école, obéissant en public, un enfant modèle sur le papier. Mais je me souvenais aussi de la façon dont il regardait les gens manger, dont il me regardait. Cette fois où j'avais fait des bis, cuits aux noix par erreur, et où il en avait craché un dans la poubelle, puis s'était frotté la bouche jusqu'à ce que ses lèvres saignent. La façon dont il devenait complètement immobile quand il était déçu, comme s'il stockait sa rancœur pour plus tard. J'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai regardé l'unique biscuit que j'avais mis de côté. Quelque chose n'allait pas. Appelez ça l'instinct maternel ou la simple méfiance. Mais je ne pouvais pas me résoudre à en goûter un. Pas encore. Je devais comprendre pourquoi ils étaient arrivés maintenant, après si longtemps. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'Éléonore, la femme de Thibaut, depuis 7 ans. Nous avions été proches autrefois, avant leur éloignement. Joyeux anniversaire, Hélène. J'espère que tu vas bien. T m'a dit qu'il t'avait envoyé quelque chose. Aucune mention de ce que c'était. Aucune proposition de visite, juste la reconnaissance qu'un cadeau avait été envoyé. J'ai répondu par un S. Un play « Merci » et j'ai posé le téléphone. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je garderai le biscuit unique pour l'examiner de plus près, plus tard, et j'apporterai le reste à Martine pour sa kermesse. Si Thibaut voulait vraiment renouer le contact, ce ne serait que la première étape. Et s'il y avait quelque chose de plus derrière ce cadeau, eh bien, je n'étais pas encore prête à affronter cette possibilité. J'ai soigneusement réemballé la boîte, renouant le ruban bleu avec des mains
qui n'était pas tout à fait stable. En le faisant, j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. Un léger résidu poudreux sur le bout de mes doigts, là où j'avais manipulé l'un des biscuits. Je me suis immédiatement lavé les mains, regardant l'eau s'écouler dans l'évier. Avant de partir, je me suis regardé dans le miroir du couloir. 63 ans aujourd'hui. Cheveux argentés, coupés en un carré pratique. Des rides autour de mes yeux, que, lui, se creusait quand je souriais. Je n'avais pas l'air d'être l'ennemi de quelqu'un. Je n'avais pas l'air de quelqu'un qui méritait 3 ans de silence. Je n'avais pas l'air de quelqu'un qui devrait avoir peur de son propre fils. Martine Leclerc habitait à seulement 15 minutes de chez moi, dans une modeste maison de plain-pied, avec des carillons éoliens suspendus à chaque crochet, disponibles sur le porche d'entrée. Quand je me suis garée dans son allée, le soleil était assez bas pour projeter cette douce lumière orangée à travers les arbres, et ses carillons dansaient déjà dans la brise de l'après-midi. Je suis restée assise dans ma voiture un instant, la boîte de biscuits sur le siège passager. Faisais-je ce qu'il fallait? Devrais-je simplement les jeter? Mais cela semblait être du gaspillage. Et si les intentions de Thibaut étaient vraiment innocentes, je jetterais une chance de guérir notre relation. Martine a ouvert sa porte d'entrée avant même que j'aie atteint le perron. « Hélène !» rayonna-t-elle, les bras ouverts. « Entre, entre, je viens de faire une tisane. » Martine était tout ce que je n'étais pas. Expansive, tactile, perpétuellement joyeuse. Ses cheveux argentés étaient longs et souvent tressés, ses vêtements amples et colorés. Aujourd'hui, elle portait un cafetan turquoise avec des broderies argentées qui attrapèrent la lumière. « Joyeux anniversaire ?» dit-elle, me serrant dans une étreinte qui sentait la lavande et la cannelle. 63 ans. Oui, un âge merveilleux. Merci, dis-je, lui rendant son étreinte d'un bras, l'autre tenant toujours la boîte. J'ai apporté ces desserts dont nous avons parlé. Ses sourcils se haussèrent quand elle vit la boîte soigneusement emballée. Oh mon Dieu, comme c'est gentil! Tu n'avais pas besoin de te donner tout ce mal. En fait, Martine, hésitai-je, puis je décidai d'être honnête. Ils viennent de Ibol. Il me les a envoyés pour mon anniversaire. Le sourire de Martine vacilla un bref instant. Vraiment? Ça alors, c'est inattendu. Nous sommes allés dans sa cuisine, un espace chaleureux rempli de plantes et de poteries artisanales. Elle a remis la bouilloire à chauffer et m'a fait signe de m'asseoir à la table ronde en chêne. « Depuis combien de temps n'as-tu pas eu de ces nouvelles ?» demanda-t-elle en prenant des tasses dans le placard. « 3 ans, dis-je. Pas un mot. Puis ce matin, ce paquet arrive. » Martine posa une main sur mon épaule. « Et comment te sens-tu par rapport à ça ?» Confuse, pleine d'espoir, méfiante, j'ai haussé les épaules. Tout ça à la fois. Elle hocha la tête, la compréhension dans ses yeux. Martine avait sa propre relation compliquée avec Thibaut. Bien qu'elle soit la mère d'Éléonore, elle ne s'était jamais vraiment attachée à mon fils, sentant en lui quelque chose que les autres ne voyaient ni pas. « Et ces biscuits ?» demanda-t-elle en regardant la boîte. « Tu n'y as pas goûté ?» J'ai secoué la tête. « J'en ai gardé un, mais je ne sais pas. » Ça me semblait étrange d'accepter cette offre de paix sans comprendre pourquoi maintenant. Les yeux de Martine se plissèrent légèrement. « Tu sais, Éléonore m'a appelé la semaine dernière. Elle n'avait pas l'air dans son assiette. »« Oh !» Je me suis redressée, instantanément alerte. « Qu'a-t-elle dit ?»« Rien de précis, juste que Thibaut est différent ces derniers temps, plus secret, passant des heures dans son bureau. Elle a trouvé des livres étranges cachés derrière ses ouvrages médicaux habituels, des livres sur les plantes, a-t-elle dit. » La bouilloire a sifflé, et Martine s'est tournée pour préparer la tisane. Je suis restée assise, très immobile, digérant ses paroles. Thibaut était chercheur en pharmacie.
Les plantes et les composés chimiques étaient son domaine professionnel. Mais pourquoi cacher des livres? Et pourquoi cela inquiéterait-il Éléonore? A-t-elle dit quel genre de plante? Demandai-je, en essayant de garder une voix neutre. Martine posa une tasse fumante devant moi. Médicinale, je crois, ou peut-être vénéneuse. Tu sais comme ces catégories se chevauchent. Elle a agité la main. Je suis sûre que ce n'est rien, juste lié à son travail. Probablement, ai-je convenu, mais quelque chose de froid s'était installé dans mon estomac. Nous avons bavardé d'autres choses, la kermesse, le jardin de Martine, mon travail à temps partiel à la bibliothèque municipale. Des choses normales, des choses sûres. Mais la boîte de biscuits était posée entre nous comme une question que ni l'une ni l'autre ne voulait vraiment poser. Quand je me suis finalement levée pour partir, Martine a pris la boîte avec de sincères remerciements. Ce sera parfait pour le stand de pâtisserie. Je veillerai à ce qu'il soit bien en vue. Sur le pas de la porte, elle a tenu mes mains dans les siennes. « Hélène, dit-elle, sa voix sérieuse maintenant. Sois prudente. Je ne dis pas que Thibaut te veut du mal, mais cette réapparition soudaine, après si longtemps, c'est étrange. Je sais, dis-je. C'est pour ça que je t'ai apporté les biscuits. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Puis, elle hocha la tête, comprenant. Je t'appellerai demain après la kermesse, pour te dire comment ils ont été accueillis. En rentrant chez moi, je me sentais plus légère, comme si j'avais transmis un fardeau à quelqu'un d'autre. Ce n'est qu'à mi-chemin que la culpabilité s'est insinuée en moi. Et si je me trompais? Et si les biscuits n'étaient qu'une véritable offre de paix, et que je les avais donnés au lieu de les accepter dans l'esprit où ils étaient offerts? Mais ensuite, je me suis souvenu du résidu poudreux sur mes doigts, de l'inquiétude d'Éléonore au sujet des livres cachés et d'autres, et l'habitude d'enfance de Thibaut de conserver les affronts pour une vengeance ultérieure. L'unique biscuit attendait dans mon réfrigérateur, comme la preuve d'un crime non encore commis. La nuit a été longue, peuplée de souvenirs fragmentés et de questions sans réponse. Je me suis retournée dans mon lit, le silence de la maison semblant plus lourd que d'habitude. Chaque craquement du plancher, chaque murmure du vent à l'extérieur me faisait sursauter. Je repensais à l'enfance de Thibaut, cherchant des indices que j'aurais pu manquer. Je me souvenais de sa fascination pour les réactions chimiques, même les plus simples. Le mélange de vinaigre et de bicarbonate de soude le captivait pendant des heures. Plus tard, au lycée, il avait excellé en chimie, son professeur le qualifiant de prodige. J'avais été si fière. Mais je me souvenais aussi de son manque d'empathie. Lorsqu'un camarade de classe s'était cassé le bras en tombant d'un arbre, Thibaut n'avait montré aucune compassion, seulement une curiosité clinique pour la nature de la fracture. Était-ce là que tout avait commencé? Dans ce détachement froid, cette vision du monde comme une série d'équations à résoudre? L'idée que la cruauté puisse être aussi méthodique, aussi dénuée de passion, était plus terrifiante que n'importe quelle explosion de colère. Je me suis levée et suis allée dans la cuisine, le carrelage froid sous mes pieds. J'ai ouvert le réfrigérateur, la lumière crue illuminant le petit récipient en plastique. Un seul biscuit, une seule décision qui avait peut-être changé le cours de ma vie. Je l'ai sorti et l'ai posé sur le comptoir. L'étoile argentée scintillait. C'était beau. Un objet d'art, une tentation, et potentiellement une arme. J'ai pensé à Martine, à sa confiance, à sa joie de vivre. L'imaginer demain, disposant fièrement ses biscuits sur sa table de kermesse, me donnait la nausée. Et si j'y avais tort? Si ce n'était que le fruit de ma paranoïa, nourrie par des années de silence et de ressentiment? Je serais en train de saboter la seule chance de réconciliation avec mon fils. Mais si j'avais raison, j'avais mis une amie en danger.
Une amie chère qui m'avait soutenue quand mon propre fils m'avait abandonné. Le dilemme me déchirait. Finalement, épuisée, j'ai remis le biscuit dans le réfrigérateur et je suis retournée me coucher, sachant que le sommeil ne viendrait pas. J'ai regardé le plafond jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les rideaux, apportant avec elles non pas le soulagement, mais la certitude imminente d'une réponse, quelle qu'elle soit. Le matin allait arriver, et avec lui, les conséquences de mon choix. Le lendemain matin, j'étais en train de me verser ma 2e tasse de café quand le téléphone a sonné. Le son m'a fait sursauter. Il y avait longtemps que personne n'appelait si tôt, et encore plus longtemps que ce numéro ne s'était affiché sur mon écran. Thibaut. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma main planait au-dessus du téléphone comme s'il pouvait me brûler. L'appel a vibré une fois de plus avant que je ne décroche. Allô? Salut, maman. Sa voix, douce et désinvolte, a glissé à travers la ligne comme si rien ne s'était passé. Comme si 3 ans de silence ne s'étaient pas déposés entre nous comme des sédiments. Joyeux anniversaire. Un peu en retard, je sais. Thibaut. Je me suis assise lentement, agrippant la tasse à 2 mains. J'ai reçu ton paquet. Oui. Un petit rire. Je n'étais pas sûre que tu le recevrais. Je n'étais pas sûre que tu l'ouvrirais, honnêtement. Je l'ai ouvert, c'était inattendu. Il y eut un silence, puis il demanda, d'un ton un peu trop désinvolte. Alors, ils étaient comment? Les biscuits. J'ai pris une profonde inspiration. Oh, je ne les ai pas mangés. Quoi? Quoi pas? Il y avait une pointe d'agacement dans sa voix maintenant. Je les ai donnés à Martine pour la kermesse de sa paroisse. La ligne est devenue complètement silencieuse. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille pour vérifier si l'appel avait été coupé. Ce n'était pas le cas. Tu les as donnés à Martine. Sa voix était différente maintenant, plus tranchante. La chaleur s'était évaporée. Oui, dis-je lentement. Elle a toujours aimé les sucreries. Et moi, eh bien, je ne savais pas quoi en faire. Il ne parle pas pendant un long moment. Je pouvais entendre sa respiration, tendue et irrégulière. Puis, doucement d'abord, mais avec une force croissante. Tu as fait quoi? Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Thibaut, qu'est-ce qui ne va pas? Ils n'étaient pas pour elle, lança-t-il sèchement. Ils étaient pour toi, uniquement pour toi. Sa voix se cassa, non pas de tristesse, mais est-ce d'autre chose? De la frustration, peut-être même de la panique. Je ne pouvais pas le dire. Je suis restée assise, figée, le café refroidissant dans mes mains. Je ne savais pas, dis-je, ma voix faible. Bien sûr que tu ne savais pas. L'amertume transpirait, épaisse et suffocante. Tu ne sais jamais. Il a raccroché avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. La tonalité bourdonnait à mon oreille. J'ai posé le téléphone lentement, fixant le comptoir. Mon cœur battait dans ma poitrine. Pas vite, mais profondément, comme s'il voulait se faire entendre. Uniquement pour toi. C'est ce qu'il avait dit. Je me suis levée, je suis allée au réfrigérateur et je l'ai ouvert. Le petit récipient était toujours là, un biscuit parfait, intact. J'ai refermé le réfrigérateur et me suis appuyée contre le comptoir, soudainement glacée. C'est alors que l'autre téléphone a sonné, le fixe dans le couloir. Presque plus personne ne l'utilise. Je me suis dirigée vers lui, la peur se propageant déjà en moi. Le combiné du téléphone fixe a grésillé quand je l'ai décroché, comme s'il avait oublié comment transporter une voix. Hélène? C'était Éléonore, la femme de Thibaut. Sa voix était tendue, cassante. Oui, Éléonore. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je le savais déjà, d'une manière ou d'une autre. C'est Martine. Elle est à l'hôpital.
Je me suis assise sans le vouloir, là, dans le couloir. Que s'est-il passé? Elle s'est effondrée ce matin, des vomissements, désorientée. Je pensais que c'était une grippe, mais ça a empiré. Elle ne pouvait plus se tenir debout. Elle était confuse. La voix d'Éléonore s'est étranglée. Les urgences disent qu'ils ne trouvent rien de concluant. Ils font des tests maintenant. Ma bouche est devenue sèche. A-t-elle mangé quelque chose d'inhabituel? Une pause. Elle a mentionné des biscuits. Elle a dit que tu les avais apportés. Je les lui ai donnés. Je lui ai donné la boîte qu'il m'a envoyée. Éléonore ne parlait pas. Je pouvais entendre les bruits de l'hôpital en arrière-plan. Des moniteurs, des talons sur le carrelage, un chariot qui grinçait dans un couloir. « Tu penses qu'ils auraient pu la rendre malade ?» demanda-t-elle finalement. J'ai dégluti. « Je ne sais pas. Je n'en ai pas mangé moi-même. » Un autre silence. « Si tu penses à quoi que ce soit, n'importe quoi, tu me le diras. »« Oui, » murmurai-je. « Bien sûr, Éléonore. » Nous avons raccroché et je suis restée assise là, dans la pénombre du couloir, à fixer le mur. Le soleil du matin s'était estompé derrière les nuages, laissant le salon dans une brume terne. Je n'ai pas allumé les lumières. Je n'ai pas bougé pendant un long moment. Plus tard, après la tombée de la nuit, j'ai erré dans la cuisine, avec l'instinct sans but de quelqu'un qui cherche de l'ordre. J'ai commencé à nettoyer, à essuyer les surfaces, à plier, air des torchons, qui n'avaient pas besoin d'être pliés. J'ai ouvert la poubelle pour la vider et j'ai vu quelque chose près du fond. Une petite bouteille en plastique transparent, comme celles qui contiennent des vitamines. Pas d'étiquette, juste un léger anneau de poudre blanche collé à la paroi intérieure. J'ai tendu la main et l'ai ramassée, la tournant dans mes mains. Elle n'était pas à moi. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Le bouchon était encore bien vissé. J'ai ouvert le réfrigérateur. Le biscuit était toujours là, niché dans son petit récipient, comme s'il avait attendu ce moment. Mes mains tremblaient en le sortant. Je ne me souvenais même plus pourquoi je l'avais gardé. Une petite douceur pour plus tard, une petite gentillesse pour moi-même. Maintenant, je ne pouvais pas le regarder sans me sentir mal. J'ai apporté le biscuit et la bouteille vide dans mon bureau et je les ai posés sur le bureau. La lumière de la lampe faisait y faiblement scintiller les cristaux de sucre. Je me suis assise et j'ai croisé les mains, les fixant tous les deux comme s'ils pouvaient scier les premiers. Étais-je la cible? Était-ce destiné à moi? Les questions flottaient là, trop énormes pour être touchées. Plus tard, juste avant de me coucher, j'ai appelé le laboratoire où travaillait Delphine Royer. Elle me devait une faveur depuis des années, lorsque j'avais aidé son fils à traverser une période difficile. Je n'ai pas dit grand-chose, juste que j'avais besoin de faire tester quelque chose discrètement. Elle a dit qu'elle pouvait me retrouver le matin. J'ai raccroché et je suis restée au milieu de la pièce pendant un long moment avant d'éteindre la lumière. Dans le silence, je pouvais encore entendre la voix de Thibaut dans ma tête. « Tu as fait quoi ?» Le biscuit est resté dans le réfrigérateur cette nuit-là. La peur aussi. Le laboratoire était niché derrière un complexe de cabinets médicaux à la périphérie de la ville. Le genre d'endroit que vous ne remarqueriez jamais, sauf si vous le cherchiez. Je me suis garée sur le parking arrière, à l'abri du soleil matinal qui chauffait déjà l'asphalte. Delphine Royer est venue elle-même à ma rencontre, sa blouse de laboratoire trop impeccable pour une heure si matinale. À 61 ans, elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui avait gagné chaque cheveu gris grâce à une expertise durement acquise. Ses yeux sombres ne manquaient rien, scrutant mon visage avec une précision scientifique. « Hélène » me salua-t-elle avec une brève étreinte. « Ça fait trop longtemps. »« Merci de faire ça, » dis-je,
serrant mon sac à main où j'avais soigneusement placé le récipient scellé avec le biscuit et la bouteille vide. Elle m'a fait entrer par une porte latérale, utilisant son badge pour accéder à un couloir qui sentait l'antiseptique et la climatisation. « Alors, dit-elle une fois, et que nous fûmes seuls dans un petit bureau. C'est le genre de faveur que je vais regretter. » J'ai essayé de sourire, mais je n'y suis pas tout à fait parvenue. « Dis-moi juste ce qu'il y a dedans. » Elle a haussé un sourcil, mais n'a pas insisté. C'était tout Delphine. Directe, pratique, discrète. C'est pourquoi je l'avais appelée elle, au lieu d'aller à la gendarmerie avec mes soupçons. J'avais besoin de savoir d'abord. J'avais besoin d'être sûre. J'ai posé le récipient et la bouteille sur son bureau. Le biscuit vient d'un paquet que mon fils m'a envoyé pour mon anniversaire. Sa belle-mère a mangé des biscuits similaires et est maintenant à l'hôpital. La bouteille, je l'ai trouvée dans ma poubelle. Elle n'est pas à moi. L'expression de Delphine n'a pas changé, mais sa posture s'est redressée. Symptômes ? Vomissement, désorientation, faiblesse. Elle a hoché la tête et a pris le récipient, examinant le biscuit sans l'ouvrir. Tu penses que les deux sont liés ? Ce n'était pas une question, mais j'ai répondu quand même. J'ai besoin de savoir. Je vais faire des analyses complètes, dit-elle, redevenant professionnelle. Ça prendra quelques heures. Tu veux attendre ou je t'appelle ? Je vais attendre, dis-je, incapable d'imaginer rentrer chez moi dans une maison vide avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Elle a hoché la tête et a disparu par la porte du laboratoire avec les 2 articles, me laissant seule avec mes pensées. Je me suis assise sur une chaise près de la fenêtre, regardant le parking se remplir au fur et à mesure que la matinée avançait. Des infirmières arrivant pour leur service, des patients se déplaçant lentement vers leur rendez-vous. La vie normale continuait alors que la mienne semblait suspendue. Mon téléphone a vibré. Éléonore. Martine stabilisée pendant la nuit, mais toujours pas de diagnostic. Les médecins font d'autres. Et tests. Où es-tu ? J'ai hésité, puis j'ai tapé. J'essaie de trouver des réponses. J'arrive bientôt à l'hôpital. J'ai rangé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Les souvenirs revenaient, non sollicités. Thibaut a 16 ans, disséquant une grenouille sur la table de la cuisine. Sa concentration absolue, insensible à la vie récente de la créature. Thibaut a 18 ans, recevant son acceptation à l'université avec un sourire froid, me disant « Maintenant, je vais apprendre des choses qui comptent de vraiment. » Thibaut a 25 ans, me présentant Éléonore avec une main dans le bas de son dos qui semblait plus possessive qu'affectueuse. Avais-je manqué les signes ? Avais-je choisi de les ignorer, espérant que l'âge adulte lisserait ses angles vifs ? Ou l'avais-je simplement trop aimé pour le voir clairement ? Delphine est revenue juste après midi, le visage grave. Elle a fermé la porte derrière elle et s'est assise en face de moi. « C'est de la onitine, dit-elle, sans préambule. De l'aconite napelle. Très toxique, Hélène. Certainement pas quelque chose qui a sa place dans la nourriture. » La pièce a semblé basculer légèrement. Je me suis agrippée aux accoudoirs de ma chaise. « Tu es sûre ? J'ai fait plusieurs tests. Il n'y a pas d'erreur. » Elle s'est penchée en avant. La concentration est suffisamment importante pour provoquer une maladie grave, voire la mort chez une personne vulnérable. Le résidu dans la bouteille correspond au composé dans le biscuit. J'ai fermé les yeux, absorbant la confirmation de mes pires craintes. Mon fils m'avait envoyé du poison dans une boîte cadeau. Une boîte que j'avais transmise comme si de rien n'était. Tu as dit que Martine était à l'hôpital. La voix de Delphine a percé mon état de choc. J'ai hoché la tête. Ils doivent savoir à quoi ils ont affaire. L'intoxication à l'aconitine nécessite un traitement spécifique. Elle attrapait déjà son thé, les phones. Je vais appeler directement le docteur Lefebvre à l'hôpital. Il saura quoi faire sans créer de panique.
Pendant qu'elle composait le numéro, je suis restée assise, figée, la réalité s'abattant sur moi par vagues. Thibaut avait essayé de m'empoisonner, avait soigneusement décoré des biscuits avec une toxine mortelle et les avait envoyés comme cadeau d'anniversaire. Le détail, la précision, la planification, toutes les caractéristiques de sa personnalité, mais tournées vers un but si sombre que je pouvais à peine le comprendre. Le docteur Lefebvre nous attend à Saint-Luc, dit Delphine en raccrochant. J'apporte les résultats des tests. J'ai tout documenté. Nous ? J'ai cligné des yeux, mon esprit luttant toujours pour rattraper son retard. Tu ne crois pas que je vais te laisser affronter ça toute seule, n'est-ce pas ? Elle rassemblait déjà ses affaires. Hélène, ce n'est plus seulement une affaire de famille. C'est une tentative d'abord, un meurtre. Le mot flottait dans l'air entre nous, tranchant et indéniable. Et la gendarmerie ? Demandai-je, ma voix me semblant lointaine. Une chose à la fois, dit-elle. D'abord, on s'assure que Martine reçoit le bon traitement. Ensuite, on parlera des prochaines étapes. Je l'ai suivie jusqu'à sa voiture, me déplaçant dans un brouillard d'incrédulité et de trahison. En route vers l'hôpital Saint-Luc, je n'arrêtais pas de voir le visage de Thibaut dans mon esprit, non pas comme l'homme adulte qui m'avait envoyé du poison, mais comme le petit garçon qui m'avait autrefois tenu la main en traversant la rue, regardant des deux côtés avec des yeux sérieux. Où était passé ce garçon ? Et quand avait-il décidé que je méritais de mourir ? L'hôpital Saint-Luc se dressait comme un monolithe pâle contre le ciel de midi, ses fenêtres reflétant les nuages et le bleu. L'entrée des urgences bourdonnait d'un chaos contrôlé. Ambulance arrivant, famille attendant, personnel se déplaçant d'un pas déterminé. Delphine a ouvert la voie, sa blouse de laboratoire fendant la foule comme un drapeau blanc. Au poste des infirmières, elle a demandé le docteur Lefebvre, qui est apparu quelques instants plus tard, un homme grand, aux cheveux prématurément argentés et aux yeux fatigués derrière des lunettes à monture métallique. « Delphine !» la salua-t-il, puis il se tourna vers moi. « Madame Dubois, je suis Nathan Lefebvre, spécialiste en toxicologie. Appelez-moi Hélène, je vous en prie ?» dis-je automatiquement, lui serrant la main. « J'ai examiné les résultats préliminaires, » dit-il, tout en efficacité. « Nous ajustons le traitement de Madame Leclerc maintenant. La bonne nouvelle est qu'une intoxication à l'aconitine, lorsqu'elle est identifiée rapidement, peut être gérée efficacement. »« Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demandai-je, la culpabilité pesant sur ma poitrine comme une pierre. « Je le crois, Is. Les symptômes se sont manifestés assez tôt pour une intervention. » Il jeta un coup d'œil à Delphine. « Votre analyse nous a probablement fait gagner un temps précieux. » « Pas mon analyse. » Delphine hocha la tête dans ma direction. « La suspicion d'Hélène. C'est elle qui m'a apporté l'échantillon. » Le regard de Lefebvre s'aiguisa. « Et vous soupçonnez votre fils d'avoir délibérément empoisonné ses biscuits ?» J'ai tressailli à la franchise de la question, mais j'ai hoché la tête. Je ne vois aucune autre explication. « Lui avez-vous parlé depuis que vous avez découvert cela ?» Seulement brièvement, avant de savoir ce qu'il y avait dans les biscuits. Il était en colère que je les ai donnés, au lieu de les manger moi-même. Lefebvre a échangé un regard avec Delphine. « Madame Dubois, Hélène, je pense que nous devrions impliquer les autorités. Cela dépasse le cadre médical. »« Je sais, » dis-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. « Mais d'abord, j'aimerais voir Martine. » Il a hésité, puis a hoché la tête. « Bien sûr. 4e étage, chambre 412. Sa fille est avec elle. » Le trajet en ascenseur fut silencieux. Chacun de nous était perdu dans ses pensées. Quand les portes se sont ouvertes au 4e étage, j'ai failli entrer en collision avec Éléonore, qui faisait les 100 pas dans le couloir. « Hélène !» Son visage a enregistré la surprise, puis le soulagement,
puis la méfiance en remarquant Delphine. « Qui est-ce ?»« Docteur Royer ?» se présenta Delphine. « J'ai aidé votre belle-mère avec quelques tests. » Les yeux d'Éléonore passaient de l'une à l'autre. « Test ? Quel genre de test ?» J'ai pris une profonde inspiration. « Éléonore, nous devons parler quelque part en privé. » Son visage pâlit. « C'est à propos de ma mère ? Vous savez ce qu'elle a ? » « Oui, » dis-je doucement. « Et elle va s'en sortir. Mais ce que j'ai à te dire est difficile. » Nous avons trouvé une salle d'attente nette vide au bout du couloir. Éléonore s'est assise sur le bord d'une chaise, son sac à main de créateur serré sur ses genoux. À 35 ans, elle paraissait à la fois plus jeune et plus âgée que son âge, la peau lisse, mais avec des yeux qui en avaient trop vu. « Les biscuits ont rendu ta mère malade. » Commençai-je, choisissant mes mots avec soin. Ils contenaient une substance toxique appelée aconitine, dérivée de l'aconite napelle. L'expression d'Éléonore n'a pas changé, mais ses jointures ont blanchi autour de son sac. « Ce n'est pas possible. Ces biscuits venaient de Thibaut. »« Oui ?» dis-je. « C'est exact. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Je regardais la compréhension poindre lentement sur son visage, suivie par le déni, puis l'horreur. « Non » murmura-t-elle. « Non, ce n'est pas possible. Thibaut ne ferait pas ça. Il ne pourrait pas. » « Le docteur Royer l'a confirmé, » dis-je en désignant Delphine. Et j'ai trouvé une bouteille vide dans mes mires à poubelle qui contenait des traces de la même substance. La respiration d'Éléonore s'accéléra. « C'est de la folie. Vous êtes en train de dire que mon mari a essayé de vous empoisonner. Les preuves le suggèrent. »« Quelles preuves ?» lança-t-elle, le sang lui remontant aux joues. « Un biscuit, une bouteille qui aurait pu venir de n'importe où. Savez-vous de quoi vous l'accusez ? » « Éléonore ?» Je gardais ma voix douce. « Tu m'as appelé toi-même à propos des livres étranges qu'il cachait, de son comportement différent ces derniers temps. » Elle tressaillit. « Cela ne veut pas dire qu'il est un empoisonneur. » « Les médecins changent le traitement de votre mère sur la base de ces informations ?» intervint calmement Delphine. « Cela l'aidera à se rétablir plus rapidement. » Éléonore se leva brusquement. « Je dois appeler Thibaut. Il doit savoir ce que vous dites de lui. » « Éléonore, attends !» Mais elle sortait déjà son téléphone, s'éloignant de nous, les doigts tremblants en composant le numéro. Delphine et moi avons échangé des regards inquiets. « Devrions-nous l'arrêter ?» murmurai-je. « Il vaut peut-être mieux laisser les choses se dérouler ?» répondit doucement Delphine. « S'il sait que nous sommes sur sa piste, il fera attention à ce qu'il dit et fait. » Nous avons regardé Éléonore parler au téléphone, le dos tourné, sa main libre gesticulant vivement. Je ne pouvais pas entendre ses mots, mais son langage corporel est passé de défensif à confus, puis à immobile. Quand elle s'est retournée vers nous, son visage était exsangue. « Il a raccroché, » dit-elle, la voix creuse. « Je lui ai parlé du diagnostic d'empoisonnement et il a demandé si vous étiez là. » Elle déglutit difficilement. Quand j'ai dit oui, il a simplement raccroché. Un frisson me parcourut. « Éléonore, je pense que nous devrions appeler la gendarmerie. » Elle fixa son téléphone, puis moi, le conflit se lisant sur ses pinces. « Ray. Je suis mariée avec lui depuis 7 ans, » dit-elle lentement. Je pensais le connaître. « Parfois, » dis-je doucement, nous voyons ce que nous voulons voir chez les gens que nous aimons. Ses yeux s'emplirent de larmes. Je dois aller voir ma mère. Alors qu'elle partait, Delphine me toucha le bras. Je vais parler à la sécurité de l'hôpital. Si Thibaut décide de venir ici, ils doivent être préparés. J'ai hoché la tête, soudainement épuisée. Le poids des découvertes du matin s'abattait sur moi, faisant de chaque mouvement un effort.
Je vais rester avec Martine, lui dis-je. C'est la moindre des choses. La chambre de Martine était sombre et silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs. Elle était allongée, calée contre des oreillers blancs, ses cheveux argentés détachés sur ses épaules, ce qui la faisait paraître plus âgée et plus vulnérable que je ne l'avais jamais vue. Elle sourit faiblement quand j'entrai. « H. Hélène, tu es venue !» Je lui pris la main, retenant mes larmes. « Martine, je suis tellement désolée. Les biscuits… » Chut. Elle serra mes doigts. Éléonore m'a dit « Ce n'est pas ta faute. »« Si, ça l'est, » insistai-je. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Je n'aurais jamais dû te les apporter. Et alors ce serait toi dans ce lit, dit-elle simplement. Ou pire. La vérité de ces paroles me frappa comme un coup. Si j'avais mangé ces biscuits comme Thibaut l'avait prévu, je n'aurais peut-être pas survécu assez longtemps pour que quiconque identifie le poison. Les médecins disent que je vais me rétablir, continua Martine. Et maintenant, nous savons à quoi nous avons affaire, à qui nous avons affaire. J'ai hoché la tête, incapable de parler, la gorge nouée. « As-tu appelé la gendarmerie ?» demanda-t-elle. « Pas encore. Tout s'est passé si vite. » Elle fronça les sourcils. « Tu dois le faire, Hélène. On ne peut pas le laisser. » Elle essayait à nouveau. « Je sais, » murmurai-je. « Je le ferai. » Nous sommes restées assises en silence pendant un moment, la gravité de la situation s'installant autour de nous comme de la poussière. Mon fils, que j'avais porté, élevé et aimé, avait essayé de me tuer et, en échouant, avait failli tuer quelqu'un d'autre. Mon téléphone a vibré avec un SMS, numéro inconnu. « J'ai besoin de te voir seul. Rentre à la maison. » T. Mon cœur a raté un battement. J'ai montré le message à Martine, dont les yeux se sont écarquillés. « Tu ne peux pas y aller ?» dit-elle immédiatement. « C'est trop dangereux. »« Si je n'y vais pas, il pourrait disparaître, » raisonnai-je, bien que la peur me parcourt. « Au moins, comme ça, les gendarmes sauront où le trouver. »« Alors appelle-les d'abord, » insista-t-elle. « Ne l'affronte pas seule, Hélène. » J'ai hoché la tête. Pourtant, une partie de moi, la partie mère qui ne meurt jamais tout à fait, voulait le voir une fois, de plus, voulait demander pourquoi, voulait comprendre comment le garçon que j'avais élevé était devenu quelqu'un capable d'une cruauté aussi calculée. En quittant la chambre de Martine, j'ai failli heurter un homme en costume impeccable, son insigne déjà sorti. « Madame Dubois, je suis l'inspecteur Antoine Chevalier. Le docteur Lefebvre m'a suggéré de vous parler d'une affaire d'empoisonnement potentiel. » Le soulagement m'a envahi. « Oui, » dis-je. Je crois que mon fils a essayé de m'empoisonner et a empoisonné sa belle-mère à la place. Son expression n'a pas changé, mais quelque chose dans ses yeux s'est aiguisé. Je crois comprendre que vous avez des preuves. Oui. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, le SMS toujours ouvert. Et je pense qu'il veut me voir maintenant. L'inspecteur Chevalier m'a conduite dans un petit bureau emprunté à l'administration de l'hôpital. Contrairement aux salles d'interrogatoire austères que l'on voit, à la télévision, cet espace était décoré d'aquarelles fades et de plantes en plastique, une tentative de confort qui rendait tout encore plus surréaliste. Le docteur Royer nous a communiqué ses conclusions, commença-t-il, posant un enregistreur numérique sur le bureau entre nous. J'aimerais avoir votre déposition sur les événements qui ont précédé l'hospitalisation de Madame Leclerc. Pendant l'heure qui a suivi, j'ai tout raconté. Les années d'éloignement, le paquet d'anniversaire, ma décision de garder un biscuit et de donner le reste, l'appel furieux de Thibaut, la découverte de la bouteille dans ma poubelle et son SMS me demandant de le retrouver à la maison. L'inspecteur Chevalier prenait des notes sur un bloc-notes jaune. Son écriture était étonnamment soignée. Il n'interrompait pas,
ne montrait ni incrédulité, ni jugement. Il écoutait simplement. « Et à votre avis ?» demanda-t-il quand j'eus fini. « Quel serait le mobile de votre fils pour vouloir vous faire du mal ?» La question m'a frappée comme de l'eau froide. Dans tout le choc et la peur, je n'avais pas vraiment réfléchi au pourquoi. Pourquoi Thibaut voudrait-il ma mort après 3 ans de silence? Je ne suis pas sûre, admis-je. Nous étions en froid, mais il n'y a pas eu de dispute spécifique, rien que je puisse pointer du doigt et dire « c'est là que tout a mal tourné ». Pas de considération financière, de propriété, d'héritage, d'assurance? J'ai commencé à secouer la tête, puis je me suis arrêtée. En fait, je suis propriétaire de ma maison. Elle vaut pas mal maintenant, avec le marché immobilier actuel. Et il y a mon fonds de retraite. Ce n'est pas énorme, mais c'est substantiel. Et qui est l'héritier? Thibaut est mon seul enfant, dis-je lentement. Il n'y a personne d'autre. L'inspecteur Chevalier hocha la tête, prenant une autre note. Votre fils a-t-il des difficultés financières à votre en naissance? Je ne sais pas. Nous n'avons pas parlé depuis 3 ans. J'ai hésité, puis j'ai ajouté. Mais Éléonore a mentionné qu'il agissait étrangement ces derniers temps, plus secret. Nous allons enquêter là-dessus, dit-il, puis il a changé de sujet. Maintenant, à propos de ce SMS, je ne veux pas que vous le rencontriez seul, mais cela pourrait être une occasion de rassembler plus de preuves. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Que suggérez-vous? Une rencontre contrôlée. Vous porteriez un micro et nous aurions des agents à proximité. Il a levé une main alors que je commençais à protester. Vous ne seriez en aucun danger. Nous surveillerions tout le temps et pourrions intervenir instantanément si nécessaire. Vous voulez que je lui fasse avouer? Dis-je, la compréhension se faisant jour. Si possible. Toute admission concernant les biscuits, le poison, ses intentions, renforcerait considérablement notre dossier. J'y ai réfléchi, m'imaginant face à face avec Thibaut, sachant ce que je savais maintenant. Pourrais-je le faire? Pourrais-je regarder mon unique enfant dans les yeux et essayer d'obtenir des aveux qui l'enverraient en prison? Et les preuves que vous avez déjà? Demandai-je. Le biscuit, la bouteille, les résultats du laboratoire? Ils sont convaincants, reconnut-il. Mais les avocats de la défense peuvent créer un doute raisonnable. Peut-être que la bouteille n'était pas à lui. Peut-être que les biscuits ont été contaminés après avoir quitté sa possession. Des aveux éliminent ce doute. J'ai pris une profonde inspiration. Que devrais-je faire? L'inspecteur Chevalier a exposé le plan. Je répondrai au SMS de Thibaut en acceptant de le rencontrer chez moi dans 2 heures. Avant mon arrivée, des techniciens de la gendarmerie installeraient du matériel de surveillance et me poseraient un micro. Des agents seraient postés à prox, imités, surveillant tout. Votre sécurité est la priorité, a-t-il souligné. Si à un moment quelconque vous vous sentez menacé, utilisez la phrase « J'ai besoin de m'asseoir ». C'est notre signal pour intervenir immédiatement. J'ai hoché la tête, la peur et la résolution s'affrontant en moi. Et s'il avoue? Nous l'aurons sur enregistrement, et nous l'arrêterons sur le champ. Alors que l'inspecteur Chevalier partait pour prendre des dispositions, je suis restée seule dans le bureau emprunté, fixant mes mains. Elles semblaient plus vieilles que dans mon souvenir. Les veines plus proéminentes, la peau plus fine. Ses mains avaient autrefois bercé Thibaut, nouveau-né. Avaient guidé ses premiers pas. Avaient essuyé des larmes, appliqué des pansements et tourné les pages des histoires du soir. Maintenant, elles allaient t'aider à l'envoyer en prison. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre SMS de Thibaut. « Tu viens? J'ai besoin de me expliquer. » Avec des doigts tremblants, j'ai tapé. « J'arrive dans 2 heures.
Nous devons parler. Sa réponse est venue presque immédiatement. Merci. Viens seul. J'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Les souvenirs m'assaillaient, non sollicités. Thibaut, à 5 ans, me présentant un dessin de notre maison. Chaque fenêtre et chaque porte méticuleusement placées. Thibaut, à 13 ans, expliquant un concept scientifique complexe, avec une patience inhabituelle pour son âge. Thibaut, à 21 ans, debout, grand dans sa toge de diplômé, un rare sourire sincère sur son visage en acceptant son diplôme. Où tout cela avait-il mal tourné? La capacité à une telle cruauté calculée avait-elle toujours été là? Ou quelque chose s'était-il brisé en lui avec le temps? Et pourquoi ne l'avais-je pas vu venir? Un léger coup à la porte interrompit mes pensées. Éléonore se tenait dans l'embrasure, le visage tiré par l'épuisement et le choc. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle, la voix faible. J'ai hoché la tête et elle a pris le siège que l'inspecteur Chevalier avait libéré. « Je suis restée avec maman, » dit-elle. « Les médecins disent que le nouveau traitement fonctionne. Ses constantes s'améliorent. »« J'en suis si heureuse, » dis-je sincèrement. J'ai aussi réfléchi. Elle a tourné son alliance, une habitude nerveuse que j'avais remarquée des années auparavant. À propos de Thibaut. À des choses que j'ai remarquées mais ignorées. J'ai attendu, lui laissant l'espace pour continuer à son propre rythme. Il y a 2 mois, je l'ai trouvé dans son bureau au milieu de la nuit. Il broyait quelque chose avec un mortier et un pilon, quelque chose qui sentait l'amertume. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il a dit que c'était un complément à base de plantes pour l'aider à dormir. Elle a dégluti difficilement. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? C'est un chercheur en pharmacie. C'était logique. Ce n'est pas ta faute, dis-je doucement. Nous voyons ce que nous nous attendons à voir chez les gens que nous aimons. Il y a plus, continua-t-elle. La semaine dernière, j'ai trouvé un carnet caché à l'intérieur d'un de ces journaux médicaux. Il contenait des notes détaillées sur les toxines végétales, les dosages, les effets sur le corps humain. Quand je l'ai interrogé à ce sujet, il a dit que c'était pour un projet de recherche. Ses yeux ont rencontré les miens, remplis de confusion et de douleur. Hélène, et s'il avait déjà fait ça avant? Et si ce n'était pas la première fois? La question flottait dans l'air entre nous. Trop terrible à envisager, mais impossible à ignorer. Les gendarmes enquêtent, dis-je, en essayant de paraître plus confiante que je ne l'étais. Ils vont se pencher sur son passé, son travail, ses finances. S'il y a plus que ça, ils le trouveront. Éléonore a hoché la tête, puis a redressé les épaules. J'ai tout dit à l'inspecteur Chevalier, tout ce que je viens de te dire, et je lui ai donné la permission de fouiller notre maison. Elle a pris une inspiration tremblante. Je lui ai aussi parlé du laboratoire que Thibaut a installé dans notre sous-sol l'année dernière. Il a dit que c'était pour des expériences personnelles, un hobby. Je ne l'ai jamais remis en question. Tu fais ce qu'il faut, l'ai-je assuré, tendant la main pour lui serrer la sienne. Ce n'est facile pour aucun de nous. Ils m'ont parlé du micro, dit-elle. Du fait que tu vas le rencontrer? Es-tu sûre de vouloir faire ça? Non, admis-je. Mais j'ai besoin de savoir pourquoi. Pas toi? Elle a hoché la tête lentement. Sois prudente. Il n'est pas l'homme que je pensais avoir épousé. Je ne suis pas sûre qu'il l'ait jamais été. Après le départ d'Éléonore, je suis restée dans le petit bureau, me préparant mentalement à ce qui est arrivé. Dans 2 heures, j'affronterai mon fils, sachant qu'il avait essayé de me tuer. Je porterai un micro et tenterai d'obtenir des aveux, pendant que des agents écouteraient chaque mot. Cela ressemblait à une trahison de tout ce que la maternité était censée être. Mais n'avait-il pas, lui, trahi le lien le plus fondamental en premier? L'inspecteur Chevalier est revenu avec une femme gendarme
qui allaient m'aider à installer le micro. Pendant qu'ils expliquaient l'équipement et le processus, je me suis surprise à penser à Thibaut enfant, posant des questions sans fin sur le fonctionnement des choses. Certaines questions, une fois répondues, ne peuvent jamais être désinterrogées. Certaines connaissances, une fois acquises, ne peuvent jamais être oubliées. J'étais sur le point d'apprendre pourquoi mon fils voulait ma mort, et plus rien ne serait jamais pareil. Les techniciens de la gendarmerie sont arrivés chez moi 1 heure avant ma rencontre prévue avec Thibaut. Ils se sont déplacés dans les pièces avec une efficacité silencieuse, installant du matériel de surveillance si discrètement que je ne l'aurais jamais remarqué moi-même. L'inspecteur Chevalier supervisait leur travail, consultant de temps en temps un plan de ma maison que je lui avais dessiné. Il avait choisi le salon pour notre confrontation, un espace ouvert, avec des lignes de vue claires depuis les fenêtres, où des agents seraient postés à l'extérieur. « Rappelez-vous » m'a-t-il instruit alors qu'une technicienne me posait le micro, collant le petit appareil sur ma peau sous mon chemisier. « Vous n'avez pas besoin de forcer des aveux. Laissez-le simplement parler. » Posez des questions normales. Pourquoi a-t-il envoyé les biscuits? Qui avait-il dedans? Pourquoi maintenant, après 3 ans? J'ai hoché la tête, la bouche trop sèche pour parler. La technicienne m'a adressé un sourire compatissant, et en finissant son travail. « On ne voit rien, n'est-ce pas ?» ai-je demandé en me regardant. « Absolument rien, » m'a-t-elle assuré. Le micro est complètement dissimulé. L'inspecteur Chevalier m'a tendu une petite oreillette. Ceci nous permet de communiquer avec vous si nécessaire. C'est pratiquement invisible une fois en place. Alors que j'insérais l'appareil, il a continué. Des agents seront postés ici, ici et ici. Il a indiqué des emplacements sur le plan de la propriété. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, utilisez la phrase dont nous avons discuté. Sinon, essayez de le faire parler le plus longtemps possible. Et s'il admet avoir empoisonné les biscuits? Ma voix me semblait étrange, détachée et calme, malgré la terreur qui bouillonnait en moi. Nous interviendrons et procéderons à l'arrestation, a dit l'inspecteur Chevalier. Mais votre sécurité passe avant tout. S'il s'agite ou si vous vous sentez menacé de quelque manière que ce soit, utilisez la phrase « signal » immédiatement. J'ai pris une profonde inspiration, lissant mes vêtements avec mes mains. Comment ai-je l'air? Normal, complètement naturel, m'a-t-il assuré. Rappelez-vous juste de respirer et d'essayer de rester calme. Alors que les techniciens terminaient leur travail et quittaient la maison, Delphine est arrivée. Elle avait troqué sa blouse de laboratoire contre des vêtements décontractés, ses cheveux argentés, ramenés en une simple queue de cheval. « Je me suis dit que tu voudrais un visage amical à proximité, » dit-elle en m'embrassant brièvement. « Je serai dans la fourgonnette de surveillance avec l'inspecteur Chevalier. »« Merci, » murmurai-je, reconnaissante au-delà des mots pour sa présence. « Le biscuit et la bouteille sont solidement enregistrés comme preuve, » m'a-t-elle dit. Et Martine continue de s'améliorer. Éléonore est avec elle. J'ai hoché la tête, le soulagement aimant m'envahissant à la nouvelle du rétablissement de Martine. Au moins, mon rôle involontaire dans son empoisonnement n'aurait pas l'issue la plus terrible. Alors que la gendarmerie effectuait ses derniers préparatifs, j'ai erré dans ma maison, touchant des objets familiers, puisant du réconfort dans leur solidité. L'horloge comtoise dans le couloir qui avait appartenu à mon père. La bibliothèque remplie de livres de poche bien usés. Le petit bol en céramique où je gardais mes clés. Ces objets du quotidien me paraîtraient-ils différents après aujourd'hui? Quoi que ce soit, me paraîtraient-ils encore pareils? Madame Dubois, appela doucement l'inspecteur Chevalier. Il est temps pour nous de prendre nos positions. Il sera là dans 30 minutes. J'ai hoché la tête, mon cœur martelant contre mes côtes. Rappelez-vous, Hélène, dit-il en posant une main rassurante sur mon épaule. Nous écouterons tout.
vous n'êtes pas seul. Alors qu'il sortait, prenant position autour de ma propriété, je me suis laissé tomber dans mon fauteuil préféré et j'ai fermé les yeux. La maison s'est installée dans le silence autour de moi. Des craquements familiers qui avaient été la bande sonore de ma vie pendant des décennies. Bientôt, ce silence serait rompu par l'arrivée de mon fils. Le fils qui m'avait envoyé du poison déguisé en cadeau. Le fils qui avait été tout mon monde, autrefois. J'ai touché l'endroit où le micro était caché contre ma peau, et j'ai murmuré une prière silencieuse, non pas pour le courage, mais pour la compréhension. Thibaut est arrivé précisément à l'heure. Je l'ai observé depuis la fenêtre du salon, alors que sa berline noire et élégante se garait dans mon allée. Le moteur se coupant avec une précision chirurgicale. Il est resté immobile au volant pendant près d'1 minute avant de finalement sortir. Même à distance, je pouvais voir qu'il avait l'air impeccable, comme toujours. Pantalon de costume sur mesure, chemise impeccable, pas un cheveu de travers. L'image parfaite d'un professionnel accompli. Seul moi ai remarqué la tension dans ses épaules, la délibération calculée de ses mouvements. Alors qu'il s'approchait de ma porte d'entrée, la sonnette a retenti, un son ordinaire qui a semblé résonner dans la maison comme un avertissement. Rappelez-vous, nous sommes juste là. La voix de l'inspecteur Chevalier est parvenue à mon oreillette, si faible que j'ai presque cru l'avoir imaginée. J'ai ouvert la porte. Thibaut se tenait sur mon porche, les mains le long du corps, l'expression soigneusement neutre. À 37 ans, il ressemblait à une version polie de son père. Grand, mince, avec des pommettes saillantes et des yeux qui ne révélaient rien. « Maman », dit-il, la voix égale. « Merci de me recevoir. »« Entre », répondis-je, m'écartant, surprise de la stabilité de ma propre voix. Il est entré dans ma maison comme un visiteur, pas comme un fils. Observateur, contenu, attendant d'être dirigé. Je l'ai conduit au salon, lui indiquant le canapé, tandis que je prenais mon fauteuil en face de lui. Pendant un long moment, nous nous sommes simplement regardés. 3 ans de silence s'étendaient entre nous, comme un gouffre que ni l'un ni l'autre ne savait comment franchir. « Tu es contrarié ?» dit-il finalement, ses yeux scrutant mon visage avec un détachement clinique. « Ne devrais-je pas l'être ?» demandai-je, joignant mes mains sur mes genoux pour cacher leur tremblement. « Martine est à l'hôpital, Thibaut. » Une lueur de quelque chose, agacement, préoccupation, a traversé ses traits avant de disparaître. « Oui, Éléonore me l'a dit. Une intoxication alimentaire, n'est-ce pas ? » « Pas exactement ?» Je l'ai regardé dans les yeux. Les médecins ont trouvé de l'aconitine dans son système, du poison d'aconite napel. Il n'a pas scié, n'a pas trop, Saïli a juste incliné légèrement la tête comme un oiseau curieux. C'est inhabituel. Comment aurait-elle pu ingérer une chose pareille ? Les biscuits, dis-je simplement. Ceux que tu m'as envoyés pour mon anniversaire. Ceux que je lui ai donnés. Maintenant, il a réagi. Un léger resserrement autour de sa bouche. Un plissement de ses yeux. Ces biscuits étaient pour toi, maman. Uniquement pour toi. J'ai été très claire. Tu l'as été ? Reconnus-je. Tu étais très contrarié quand tu as appris que je les avais donnés ? Bien sûr que j'étais contrariée. Sa voix a pris une pointe d'agacement. J'ai passé des heures à les faire. Ils ont été spécialement conçus pour toi. Spécialement conçus ? Répétai-je, les mots amers sur ma langue. Avec de l'extrait d'aconite napel ? Le silence qui suivit fut absolu. Thibaut ne bougeait pas, ne parlait pas, me regardait simplement avec des yeux qui semblaient calculer les risques en réponse. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il enfin, la voix parfaitement contrôlée. « Je pense que si.
Je me suis légèrement penchée en avant. J'ai gardé un biscuit, Thibaut. Je l'ai fait analyser. Une autre lueur sur son visage. La surprise, rapidement masquée. Analysé par qui? Est-ce que ça a de l'importance? Les résultats étaient concluants. Il se leva brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre et revenant, une énergie contenue irradiant de lui que je n'avais jamais vue auparavant. C'est absurde. De quoi m'accuses-tu? Exactement. D'avoir essayé de t'empoisonner, ta propre mère. Pourquoi maintenant? Demandai-je, ignorant son déni. Après 3 ans de silence, pourquoi m'envoyer quoi que ce soit? Il cessa de faire les 100 pas, le dos tourné, les épaules rigides. Je voulais renouer le contact. Est-ce si difficile à croire? Avec des biscuits empoisonnés? Il se retourna et, pendant un instant, juste un instant, son masque tomba. Quelque chose de froid et de calculateur apparut derrière ses yeux. Quelque chose qui avait toujours été là, mais que je n'avais jamais vraiment vu auparavant. « Tu as trouvé la bouteille, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « Dans ta poubelle. » Mon souffle s'est coupé. Dans mon oreille, j'ai entendu la faible voix de l'inspecteur Chevalier. Continuez de le faire parler. « Oui, » répondis-je. « Je l'ai trouvé. » Thibaut hocha lentement la tête, comme pour se confirmer quelque chose. « J'ai été négligent. J'aurais dû l'emporter avec moi. »« Tu étais dans ma maison ?»« La veille de ton anniversaire, » dit-il d'un ton neutre, comme s'il commentait la météo. « Tu étais à la bibliothèque. Tu travailles toujours le mardi après-midi. Ta clé de secours est toujours sous la tortue en pierre près de l'abri de jardin. » Un frisson me parcourut à l'idée qu'il se soit déplacé dans ma maison vide, préparant son cadeau mortel dans Aimé. À propre cuisine. « Pourquoi, Thibaut ?» demandai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Il me regarda alors, me regarda vraiment, avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Pas de la haine, pas de la colère, mais quelque chose de plus complexe, de plus dérangeant. « Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, presque avec étonnement. « Tu n'as jamais su. »« Dis-moi, » dis-je. « Aide-moi à comprendre. » Il se rassit, parce que sur le bord du canapé, les mains jointes entre ses genoux. « Tu te souviens quand j'avais 7 ans et que je suis tombée si malade? Quand tu m'as emmenée aux urgences avec des douleurs à l'estomac? » Je fronçai les sourcils, fouillant dans des décennies de souvenirs. « Oui, tu avais eu une intoxication alimentaire. Une grave intoxication alimentaire. » Ce n'était pas une intoxication alimentaire. Sa voix était plate. C'était du muguet. Toxique. J'ai faim, il y mourir. « De quoi parles-tu? Tu as mangé des baies? » Je m'arrêtai, le souvenir se précisant soudainement. « Du jardin? Mais c'était un accident. Tu jouais dehors et tu les as mangés avant que je puisse t'arrêter. » Il a ri, un son sans humour. « C'est ce que tu t'es raconté? C'est ce dont tu te souviens? » « C'est ce qui s'est passé, » insistai-je, la confusion et la peur grandissant en moi. « Non, » dit-il en se penchant en avant. « Tu m'as forcé à les manger. Tu as dit que c'était des baies spéciales, qu'elles me rendraient plus fort? » Je le fixais, horrifié. Ça n'est jamais arrivé. Jamais je n'aurais... Si. Sa voix s'éleva pour la première fois, craquant d'émotion. Je m'en souviens parfaitement. Tu m'as conduit au jardin, tu as cueilli les baies toi-même, et tu m'as dit de les manger. Puis, tu as regardé pendant que je tombais malade. Tu ne m'as emmené à l'hôpital que lorsque je ne pouvais plus m'arrêter de vomir. Je secouai la tête, abasourdi par l'accusation, par la conviction absolue dans sa voix. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu l'as toujours nié?
dit-il, sa voix retombant à son ton contrôlé. Chaque fois que j'en parlais quand j'étais enfant, tu disais que je me souvenais mal, que j'étais confus à cause de la fièvre. Mais je n'étais pas confus, maman. Je me souviens de chaque détail. J'ai lutté pour donner un sens à ses paroles, aux souvenirs déformés qu'il avait portés toutes ces années. Thibaut, je t'ai trouvé dans le jardin. Tu avais déjà mangé les baies. Je t'ai transporté aux urgences immédiatement. Encore des mensonges, dit-il doucement. Toujours des mensonges. Pourquoi aurais-je essayé d'empoisonner mon propre enfant ? Demandai-je, désespéré de briser cette illusion. Parce que je n'étais pas parfait, répondit-il immédiatement. Parce que j'avais fait une bêtise ce matin-là. J'avais renversé du jus sur Tanara. Pépé préféré, tu étais si en colère ? La précision de son récit me glaça. Il n'inventait pas cela sur le champ. Il portait cette version déformée des événements depuis 30 ans, la nourrissant, construisant sa réalité autour d'elle. « Et tu penses que j'ai essayé de te tuer pour du jus renversé ?» demandai-je, essayant de garder ma voix égale. Pas tuer. Donner une leçon. Ses yeux étaient lointains maintenant, voyant un passé qui n'avait jamais existé. Tu faisais des choses comme ça, des petites punitions qui ressemblaient à des accidents. La fois où ma main s'est coincée dans la portière de la voiture. La fois où je suis tombée dans les escaliers alors que tu étais derrière moi. Chaque accusation frappait comme un coup physique, des accidents d'enfance ordinaires transformés dans son esprit en actes de cruauté délibérée. « Thibaut, dis-je avec précaution, rien de tout cela n'est vrai. Tu as eu des accidents comme tous les enfants. Je ne t'ai jamais fait de mal délibérément, jamais. Je savais que tu le nierais, dit-il, étrangement calme maintenant. Tu l'as toujours fait. C'est pourquoi j'avais besoin de te montrer ce que ça fait de vivre avec du poison à l'intérieur de soi. De se demander pourquoi quelqu'un qui devrait t'aimer ferait une chose pareille. Les biscuits, murmurai-je. Il hocha la tête. Une leçon. Pas pour tuer, juste pour te rendre malade. Pour que tu comprennes ce que tu m'as fait. Un petit sourire terrible effleura ses lèvres. Mais tu ne les as pas mangés. Tu les as donnés, comme si ma souffrance ne comptait pas pour toi. Comme toujours. Dans mon oreille, la voix de l'inspecteur Chevalier était urgente maintenant. Nous en avons assez. Utilisez la phrase signal. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Pas encore. Thibaut, écoute-moi. Ces souvenirs que tu as, ils ne sont pas réels. Quelque chose les a déformés. Peut-être le traumatisme d'Avo ? Ir était si malade. Non, lança-t-il, se relevant. Ne me dis pas de quoi je me souviens. J'ai passé toute ma vie à voir ma réalité niée par toi. Plus maintenant. Il a mis la main dans sa poche et mon cœur a sursauté. J'ai besoin de m'asseoir, dis-je rapidement, la phrase signal sortant de mes lèvres. Mais Thibaut n'a pas sorti d'arme. Au lieu de cela, il a retiré une petite fiole remplie d'un liquide clair. J'ai apporté ça pour toi, dit-il, la voix soudainement douce. Une approche plus directe, puisque les biscuits ont échoué. Thibaut, s'il te plaît. Je me suis levée lentement, reculant vers la porte. Ce n'est pas toi. Tu as besoin d'aide. C'est exactement qui je suis, répondit-il. Ce que tu as fait de moi. Les portes avant et arrière s'ouvrirent en même temps. L'inspecteur Chevalier mena l'équipe par l'avant, arme au poing. Gendarmerie, les mains où je peux les voir. Thibaut n'a pas résisté. Il a posé la fiole avec précaution sur la table basse et a levé les mains, son expression calme, presque soulagée. Thibaut Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, a annoncé l'inspecteur Chevalier, tandis qu'un autre agent menottait mon fils. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant un tribunal.
Alors qu'il l'emmenait, Thibaut s'est retourné vers moi une dernière fois. « Maintenant tu sais, » dit-il doucement. « Maintenant tu sais enfin ce que ça fait. » J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il le plaçait à l'arrière d'une voiture de gendarmerie, sa posture parfaite même avec les menottes. Mon fils, mon unique enfant, un étranger aux yeux familiers. Delphine m'a trouvé toujours debout là, longtemps après le départ des voitures, regardant une allée vide alors que le soleil commençait à se coucher. « Hélène, » dit-elle doucement, « laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Tu ne devrais pas être seule ce soir. » J'ai hoché la tête, incapable de parler, et je l'ai laissé m'éloigner de la maison qui ne me semblait plus être un foyer. Dans les jours qui ont suivi, des bribes de la vie de Thibaut ont commencé à faire surface, comme des débris après une tempête. L'inspecteur Chevalier me tenait informé de leur découverte, chaque révélation plus troublante que la précédente. Thibaut faisait des recherches sur les toxines végétales depuis des années, bien au-delà du cadre de son travail professionnel. Son laboratoire à domicile contenait des extraits de dizaines de plantes vénéneuses, soigneusement étiquetées et documentées. Le plus choquant furent les journaux qu'ils trouvèrent cachés dans un faux panneau mural de son bureau. Des années d'entrées méticuleuses détaillant ses souvenirs déformés de l'enfance, son obsession croissante pour les poisons et ses plans pour ce qu'il appelait la justice symétrique. Les psychologues qui ont examiné les documents pensent que votre fils souffre d'un trouble délirant sévère, m'a expliqué l'inspecteur Chevalier lors d'une de nos réunions à la gendarmerie. Il a construit une réalité alternative où vous l'avez maltraité et il a passé des années à planifier sa vengeance. Et quelque chose aurait-il pu déclencher cela ? Demandai-je, luttant toujours pour comprendre comment mon enfant avait pu développer une rupture aussi profonde avec la réalité. Possiblement le stress, un traumatisme, une prédisposition génétique. Ces troubles émergent souvent d'une interaction complexe de facteurs. Il a hésité, puis a ajouté « Il y a autre chose que vous devriez savoir. » Ce n'était peut-être pas sa première tentative. Je le fixais, une peur glaciale se propageant en moi. « Que voulez-vous dire ?» Nous avons trouvé des preuves qu'il aurait pu essayer d'empoisonner un ancien collègue il y a 2 ans. Quelqu'un il croyait lui avoir volé ses recherches. L'homme est tombé gravement malade, mais s'est rétabli. L'affaire n'a jamais fait l'objet d'une enquête pour empoisonnement. J'ai fermé les yeux, absorbant cette nouvelle horreur. Y aurait-il d'autres victimes dont nous ignorions l'existence ? Nous menons une enquête approfondie, m'a-t-il assuré. Mais son journal suggère que vous étiez sa cible principale. Sa symétrie ultime, comme il l'appelait. À l'hôpital Saint-Luc, Martine continuait de s'améliorer, passant finalement dans une chambre normale, puis, 1 semaine après l'empoisonnement, recevant l'autorisation de rentrer chez elle. Je lui rendais visite tous les jours, notre expérience commune créant un lien plus fort qu'une simple amitié. « Que va-t-il lui arriver ?» demanda-t-elle un après-midi, alors que je l'aidais à emballer ses quelques affaires pour sa sortie. « Une expertise psychiatrique d'abord, dis-je. Puis probablement un proc. Est-ce, bien que ses avocats parlent déjà d'une défense pour irresponsabilité pénale. » Elle hocha la tête, pliant une chemise de nuit avec des mouvements prudents. « Et Éléonore ? » Elle a demandé le divorce. Les mots me semblaient encore étranges à prononcer. Elle reste chez sa sœur pour l'instant. Et toi, Hélène ? Les yeux de Martine, toujours perspicaces, scrutaient mon visage. Comment tiens-tu le coup ? J'ai réfléchi à la question. Une question que j'évitais même dans mes propres pensées. Je ne sais pas, admis-je. J'ai l'impression d'avoir vécu dans une réalité pendant que Thibaut vivait dans une autre. Et maintenant, je ne sais plus quelles parties de notre vie ensemble ont été réelles. Elle me prit la main, sa poigne encore faible,
mais déterminé. L'amour était réel, Hélène. Quelle que soit la maladie qui a tordu son esprit, quelles que soient les illusions qu'il a développées, ton amour pour lui était réel. N'en doute pas. Mais des larmes emplirent mes yeux pour la première fois depuis l'arrestation de Thibaut. J'avais été trop choquée, trop engourdie pour pleurer jusqu'à présent. Je n'arrête pas de penser à ce que j'aurais pu faire différemment. Si j'avais remarqué des signes plus tôt, si je l'avais fait aider. Arrête, dit fermement Martine. Ce n'est pas ta faute. La maladie mentale ne s'annonce pas toujours clairement. Tu étais sa mère, pas sa psychiatre. Mais j'étais sa mère, murmurai-je. J'aurais dû savoir. Elle me serra la main. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les plus difficiles à voir clairement. Nous les regardons à travers le prisme de notre amour, de nos espoirs, de notre histoire commune. Ne te torture pas avec des « et si ». Alors que Martine se rétablissait chez elle, je me suis plongée dans la coopération avec l'enquête, fournissant les dossiers médicaux de l'enfance, des photographies, des bulletins scolaires, et tout ce qui pourrait aider les procureurs et les experts psychiatriques à comprendre la progression des délires de Thibaut. Un après-midi pluvieux, j'ai rencontré le docteur Lise Vasseur, la psychiatre légiste chargée d'évaluer Thibaut. Elle était plus jeune que je ne l'imaginais, avec des yeux vifs et une manière compatissante qui me mit à l'aise malgré le sujet difficile. « Madame Dubois, commença-t-elle, je veux être claire sur le fait que notre conversation d'aujourd'hui ne vise pas à attribuer des responsabilités. J'essaie de comprendre le développement de l'état de votre fils. » J'ai hoché la tête, serrant mes mains sur mes genoux. Je comprends. D'après mon évaluation préliminaire et l'examen de ses journaux, Thibaut semble souffrir de ce que nous appelons un trouble délirant, de type persécution. Il a construit un système de croyances élaboré dans lequel vous l'avez systématiquement maltraité tout au long de son enfance. Et je ne l'ai pas fait, dis-je, les mots sonnant creux, même à mes propres oreilles, après des semaines à tout remettre en question. Je vous crois, dit-elle doucement. Il n'y a aucune preuve pour étayer ces affirmations, et de nombreuses preuves les contredisent. Ces dossiers médicaux montrent des maladies et des blessures infantiles normales, sans schéma qui déclencherait des enquêtes pour maltraitance. Alors pourquoi ? Demandai-je, la question qui me hantait depuis ce jour dans mon salon. Pourquoi croit-il que ces choses sont arrivées ? Le docteur Vasseur se pencha légèrement en avant. Les troubles délirants commencent souvent par un germe de vérité qui se déforme avec le temps. Dans le cas de Thibaut, le grave incident d'empoisonnement quand il avait 7 ans semble être ce germe. C'était traumatisant, effrayant et au-delà de sa compréhension d'enfant. « Il a mangé des baies du jardin, dis-je. Du muguet. Je l'ai trouvé en taie, rein de vomir et je l'ai transporté aux urgences. » Elle hocha la tête. Cela correspond aux dossiers médicaux. Mais dans l'esprit de Thibaut, cet événement a été recadré. Au lieu d'un accident, c'est devenu un acte de malveillance délibérée. Une fois que cette croyance a pris racine, d'autres expériences d'enfance normales, chutes, accidents, moments de discipline, ont été réinterprétés à travers ce prisme. Aurait-on pu l'empêcher ? Demandai-je, la question que je redoutais le plus. Possiblement, avec une intervention précoce, mais ces troubles peuvent être insidieux, se développant sous la surface pendant des années avant de se manifester clairement. Elle hésita, puis ajouta « Thibaut est très intelligent, capable de maintenir une façade de normalité tout en nourrissant ses délires en privé. Même ses plus proches, sa femme, ses collègues, n'ont eu que des aperçus de son véritable état. » J'ai pensé à Éléonore, qui avait vécu avec lui pendant 7 ans, sans reconnaître pleinement l'étendue de sa maladie.
à moi-même, qui l'avait élevé depuis sa naissance, mais qui avait pourtant manqué les distorsions qui grandissaient dans son esprit. Est-ce qu'il s'en sortira un jour? Demandai-je, ne sachant pas quelle réponse j'espérais. Avec un traitement approprié, son état peut être géré, dit prudemment le docteur Vasseur. Mais les troubles délirants sont notoirement difficiles à traiter, surtout lorsqu'ils ont été renforcés pendant des décennies. Les délires sont devenus fondamentaux pour son identité, sa compréhension de lui-même, de son passé. Et son avenir? Cela dépendra de la procédure judiciaire et de la décision du tribunal sur sa responsabilité pénale. Elle me regarda droit dans les yeux. Mais quel que soit le résultat, Thibaut aura besoin de soins psychiatriques à long terme. J'ai hoché la tête, un étrange mélange de chagrin et de soulagement m'envahit, sans chagrin, pour le fils que je croyais connaître, pour la vie qu'il aurait pu avoir. Soulagement qu'il reçoive enfin l'aide dont il avait besoin, même si elle arrivait trop tard pour empêcher les dégâts qu'il avait causés. En quittant le bureau du docteur Vasseur, la pluie tombait en douces nappes, brouillant le monde au-delà de mon parapluie. Je marchais lentement jusqu'à ma voiture, chaque pas ressemblant à une décision de continuer à avancer malgré tout. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Delphine. « Dîner ce soir? Tu ne devrais pas être seule. » J'ai souri faiblement, reconnaissante de l'amitié qui s'était approfondie à travers la crise. « Oui, merci. » En rentrant chez moi sur les routes glissantes, je suis passée devant le virage qui m'aurait menée à la maison que Thibaut partageait avec Éléonore. Je me suis demandé si elle était là maintenant, emballant ses affaires, démantelant la vie qu'ils avaient construite ensemble. Je me suis demandé si elle aussi remettait en question chaque souvenir, chaque conversation, essayant de séparer la vérité de l'illusion. À un feu rouge, je me suis surprise à me souvenir de Thibaut, petit garçon, assis à notre table de cuisine, coloriant soigneusement à l'intérieur des lignes, la langue coincée entre les dents en signe de concentration. « Regarde, maman !» avait-il dit en brandissant son œuvre parfaite. Pas d'erreur. Le feu est passé au vert et j'ai continué ma route, les larmes se mêlant à la pluie sur mon visage. 3 mois après l'arrestation de Thibaut, j'étais assise dans une salle d'audience, le regardant être déclaré pénalement irresponsable. Le juge a ordonné son internement dans un établissement psychiatrique sécurisé pour y être soigné, avec des réévaluations périodiques pour déterminer s'il serait un jour apte à comparaître. Thibaut n'a montré aucune réaction à la décision. Il est resté assis, parfaitement immobile, les yeux fixés sur un point lointain que lui seul pouvait voir. Il ne m'a pas regardé une seule fois pendant l'audience, bien que j'aie cherché à plusieurs reprises dans son visage un aperçu du fils que j'avais connu. À l'extérieur du palais de justice, Éléonore s'est approchée de moi avec hésitation. Notre relation s'était transformée en quelque chose de fragile, mais de sincère, suite au traumatisme partagé. « Ça va ?» demanda-t-elle, ses yeux bienveillants sous l'ombre de son chapeau. Je ne sais plus ce que « ça va » veut dire, admis-je, mais je survis. Elle hocha la tête, la compréhension dans son regard. Le divorce a été finalisé hier. Je suis désolée, dis-je, sincèrement. Malgré tout, je savais qu'elle l'avait aimé. Ne le sois pas. C'est mieux ainsi. Elle hésita, puis ajouta. Je retourne vivre dans le sud le mois prochain. Un nouveau départ. Tu garderas le contact? Demandai-je, surprise de voir à quel point je voulais qu'elle dise oui. Bien sûr. Elle me serra brièvement la main. Nous sommes toujours de la même famille, Hélène. Différemment d'avant, mais toujours de la même famille. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai réalisé la vérité de ses paroles. La famille, ce n'était pas seulement le sang et les liens juridiques. C'était Martine qui m'apportait de la soupe quand je ne pouvais pas manger. C'était Delphine qui appelait tous les jours pour prendre de mes nouvelles.
C'était l'inspecteur Chevalier qui passait encore de temps en temps pour s'assurer que j'étais en sécurité. La famille, c'était ceux qui restaient à vos côtés lorsque l'impensable se produisait. Ce soir-là, je me suis assise sur la balancelle de mon Porsche, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Le jardin commençait à montrer des signes du printemps à venir, des crocus perçant le sol, des bourgeons se formant sur le cornouiller. J'avais enlevé le muguet des mois auparavant, déterrant chaque bulbe et chaque racine. À sa place, j'avais planté de la lavande et de la sauge, des herbes connues pour leurs vertus apaisantes et protectrices. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Martine. Club de lecture demain, 14 heures. Pas d'excuses. J'ai souri, tapant en réponse. Je serai là. La maison vide derrière moi ne me semblait plus être un rappel de la perte, mais un espace attendant d'être rempli d'un nouveau but. Je m'étais porté volontaire dans une association d'aide aux victimes, utilisant mon expérience pour aider d'autres personnes à surmonter des traumatismes et des trahisons. La semaine suivante, je commencerai une formation pour devenir accompagnatrice de victimes dans le système judiciaire. La vie ne serait plus jamais la même. Le fils que j'avais élevé était parti. Peut-être n'avait-il jamais vraiment été celui que je croyais. Mais j'étais toujours là, toujours en vie, ours, capable de créer du sens à partir du chaos. Alors que l'obscurité tombait, je suis rentrée, allumant les lumières sur mon passage. Fini de rester dans l'ombre. Fini d'avoir peur de ce qui pourrait se cacher dans les coins sombres de ma vie. Demain viendrait avec ses propres défis, son propre deuil, mais il viendrait, et je l'accueillerais, plus âgé, plus sage, et non plus seul. Dans la cuisine, je me suis arrêtée devant le réfrigérateur où une seule photo était maintenue par un aimant. Thibaut a 5 ans, riant sur une balançoire, son visage illuminé d'une joie simple. Je l'ai touché doucement, honorant l'enfant qu'il avait été, pleurant l'homme qu'il était devenu. Puis, je me suis fait une tisane et me suis assise à table avec un bloc-notes, commençant à esquisser des plans pour le jardin communautaire que je voulais créer au centre d'aide. Un lieu de croissance et de renouveau où les plantes vénéneuses n'auraient pas leur place. Dehors, les carillons éoliens chantaient dans la brise du soir. Un cadeau de Martine, suspendu là où le son pouvait m'atteindre pendant mon sommeil. Un rappel que la beauté pouvait émerger même des circonstances les plus sombres. Si seulement nous avions le courage d'écouter.